Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons dans notre émission Grand Invité. Pour ce nouveau numéro, nous recevons Madame Fatou Dramé Fabira, qui est la fondatrice de la Foire internationale des produits africains, la FIPA, que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui. Nous allons la laisser se présenter à nos téléspectateurs. Bonjour Madame Fabira. Bonjour ma chère. Je m'appelle Madame Dramé Fatou, née Fabira, présidente de la plateforme Baïsawar, initiatrice de la Foire internationale des produits africains, dont la deuxième édition s'est tenue cette année au Monument de la Renaissance africaine qui avait comme invité d'honneur le Mali. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la présentation de Madame Fatou Dramé? Qui est Madame Fatou Dramé? Son parcours? C'est un grand plaisir de pouvoir me présenter. Comme vous le savez si bien, on m'appelle Fabira. Pourquoi Fabira? C'est une marque, je veux dire, que j'ai eu à créer depuis mon retour au Sénégal. On peut dire c'est le nom de mes 3 filles et moi, Fatou, Binta, Rabi et Aïcha. Donc c'est ça qui a constitué Fabira. Donc c'est une structure aussi en même temps d'événementiel, mais aussi de produits cosmétiques naturels. Parce que qui connaît Fabira la connaît pour promouvoir le Made in Sénégal, mais aussi le Made in Africa. Parce que j'aime bien les produits locaux dont je promouvois. Je me suis dit, comme je suis sénégalo-malienne, je vais essayer de promouvoir nos produits. Et pour montrer aussi aux autres filles qui ont eu le même sort que moi, être mariées en étant très jeune, à l'âge de 15 ans, pour leur montrer que aussi il faut avoir le courage de refaire sa vie, il faut avoir le courage d'aller de l'avant, mais aussi savoir où on va et ce que l'on veut. C'est pourquoi j'ai commencé à travailler sur l'exportation, coudre ici, aller amener ça à la sous-région et en Europe aussi, parce que comme j'ai eu à voyager très tôt, aller en Europe, en Chine, et c'était juste pour faire du commerce. Mais comme je vous ai dit, je me suis dit il faut faire quelque chose pour son pays. Donc c'est à la suite que la petite entreprise commence à prendre forme. Et j'ai commencé aussi à exporter le beurre de karité. Parce que souvent, comme je dis bien, les gens me demandaient « Yo, l'oïdio ?» J'ai dit « Mais je mets du karité. » Je me suis dit « Mais pourquoi pas commercialiser ce produit pour montrer aux gens aussi que c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs alors qu'on en a des produits ici chez nous qui peuvent nous rendre belles, qui peut nous rendre aussi splendides et qui peut aussi nous soigner. Donc c'est à la suite que j'ai commencé aussi à exporter et importer le beurre de karité. Donc petit à petit, j'ai commencé à faire de petites choses avec le beurre de karité, faire des pommades pour cheveux et tout ça. Mais au fur du temps, je voyais que seulement le commerce ne suffisait pas. Et à force d'exporter nos habits sénégalais, je voyais que c'était demandé. Et je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas élargir en allant vers les foires en Afrique et en Europe et particulièrement le monde entier. Et à force d'y aller, je trouvais que aussi il y a d'autres artisans qui sont là, qui font du bon travail et qui ne sont pas informés. Qui méritent d'être informés. Et j'avais fait une petite tournée en Europe il y a 3 ans de cela. Et lors de cette tournée, j'ai vu les Sénégalais qui vivaient là-bas et qui avaient vraiment envie de revenir au Sénégal ou bien de venir investir ici. Je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de les organiser pour vraiment les informer et les orienter pour qu'ils puissent faire l'échange entre les Sénégalais qui sont au Sénégal, qui sont en train de faire un excellent travail, et ceux qui sont à l'extérieur, je veux dire en Italie et tout ça. C'est en ce moment que j'ai organisé le forum économique à Naples
et j'ai trouvé que ça a eu une très belle réussite. Donc je me suis dit que quand je rentre dans les supermarchés, je voyais nos produits commercialisés par d'autres pays. Je ne veux pas citer le nom, mais bon, je me suis dit pourquoi nous, on ne peut pas labelliser nos produits. Et pendant ce temps-là, ces produits locaux sont délaissés au niveau national et dans nos pays africains. Au niveau national, les gens ne savaient même pas l'importance de ces produits. Je suis revenue, j'ai dit, mais il faut que je fasse quelque chose. C'est en ce moment où l'idée de plateforme Bay Sawar m'est venue à la tête. J'ai dit, vu mon expérience, vu aussi l'amour que j'ai pour les filles qui ont eu le même sort que moi, être mariées à l'âge de 15 ans, très bas âge, qui sont des lakakat comme on dit, c'est pas un délit, hein, parce que nous sommes des lakakat, nous sommes appelés à se marier très tôt, mais aussi à ne pas aussi tout laisser tomber. Même étant marié ou bien étant marié très jeune, il faut qu'on sache qu'aussi qu'on doit continuer notre bout de chemin. Être ambitieuse. Voilà, aller de l'avant. Voilà, ça c'est ma philosophie et c'est ça que j'apprends aux autres filles. Il faut toujours être ambitieuse, il faut toujours aller de l'avant. Ne pas attendre aussi, ne pas attendre la main. Il faut rester tel qu'on est et avoir vraiment des idées de projet et essayer aussi de les matérialiser. Donc c'est ça mon idée. Et quand je suis revenue au Sénégal, comme je disais, j'ai eu l'idée de créer la plateforme Bay Sawar. J'ai dit, moi, je vais porter ce fardeau, j'ai porté ce combat pour montrer aux autres, les artisans, les femmes qui font la transformation des produits locaux, qui sont là en train de faire un excellent travail et qui ont eu à être formés, mais qui ne savent pas où commercialiser leurs produits. Ça a donné naissance à la plateforme Bay Sawar, dont je suis la présidente, et on a des directeurs exécutifs partout dans le monde, dans les 4 régions du monde. Donc du coup, ici aussi au Sénégal, j'ai eu à sillonner le Sénégal entier pour mettre en place des coordinateurs qui vont servir de relais et d'interface entre les structures et les petites et moyennes entreprises. Nous, ce qu'on apporte pour ces derniers, c'est juste de les informer, de les orienter et de les montrer par où passer pour vraiment avoir la possibilité de participer à des foires nationaux et internationaux dont nous, on organise et ce qu'on n'organise pas. Parce qu'on ne peut pas tout organiser. Nous, on peut juste les informer parce que l'État ne peut pas être partout. Ils peuvent nous donner le moyen, mais il ne peut pas être partout. Il ne peut pas être avec nous. C'est nous qui devons aller vers eux. Donc, c'est sur cette base que j'ai créé la plateforme Bay Sawar. Et vraiment, je trouve que les gens trouvent cette idée très pertinente. Parce que depuis qu'on l'a commencé, même avec la pandémie, on s'est trouvé que vraiment, il ne faut jamais se laisser faire. Il faut essayer de faire quelque chose pour que, tout en essayant d'avoir des idées et de se former, de se formaliser, pour vraiment créer quelque chose chez soi, et rester chez soi et réussir chez soi. D'accord. Est-ce que vous pouvez revenir également sur la composition de la plateforme Bay Sawar? Combien de membres avez-vous et comment ça fonctionne? Pour la plateforme Bay Sawar, je dis toujours, c'est une plateforme qui est un peu différente qu'aux autres plateformes parce que moi, je disais toujours que je ne veux pas être patron de quelqu'un, mais aussi je ne veux pas que quelqu'un soit mon patron. Donc, main dans la main, on aille de l'avant et on travaille, on s'informe, on s'encadre et vraiment on essaie d'aller de l'avant ensemble. Parce qu'ensemble, en créant vraiment un bloc, c'est avec ça qu'on peut y arriver. Mais si on est dispersé, chacun travaille de son côté, l'Afrique ne va jamais se développer. Moi, c'est cette idée-là que j'ai. Les membres, comme je dis bien, chacun apporte son savoir-faire.
nous aussi, on apporte notre expérience qu'on a. Comme je dis bien, j'ai fait beaucoup de pays dans le monde. J'ai eu à assister dans beaucoup d'expositions internationales et pour représenter mon pays dignement, que je dis bien dignement, au Kazakhstan, en Chine, en France, en Italie, et à Burkina Faso, Niger, beaucoup de pays dans le monde, Dubaï. Donc c'est cette expérience-là que je veux vraiment partager avec les autres qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller dans des foires et qui ne sont pas par où aller et qui n'ont pas les bonnes informations. Nous, on le fait volontairement, sans rien attendre. Quand je dis c'est nos membres, on fait ça volontairement. Parce que déjà, on a une base de données, plus de 10 000 personnes. Et sur cette base de données-là, quand on reçoit une information, allez, on leur offre ces informations. Et parfois, on organise des networking avec les étudiants parce qu'on a des coordinateurs étudiants, les jeunes surtout. Et parfois aussi, on fait de petits voyages à l'intérieur du pays pour vraiment aller au fin fond des villages, vraiment les initier à faire quelque chose. Sensibiliser, voilà. C'est ça, ils ne sont pas en reste. Parce qu'on a des coordinateurs dans les régions. Donc, eux aussi, ils sont en train de faire un excellent travail. Et aussi, dans les autres pays d'Afrique, on a des coordinateurs. On a des directeurs exécutifs en Europe, en Afrique aussi. Donc, du coup, c'est une plateforme qui regroupe les petites et moyennes entreprises, les artisans, les coachs, les consultants, parce que chacun apporte quelque chose pour vraiment que l'Afrique se développe. Il y a toutes les nationalités, mais vraiment, c'est une plateforme qui, personne n'est patron de personne. D'accord. Vous avez tantôt parlé de formation. Comment ça se passe? Quels sont les critères pour pouvoir en bénéficier? Vous savez, pour développer un pays, il faut d'abord apprendre à la personne comment s'y mettre. C'est pourquoi on juge nécessaire que les formations, c'est très, très important pour qu'une entreprise puisse se développer et pour que quelqu'un aussi puisse vraiment avoir confiance en soi. Souvent, on fait des formations de leadership avec les structures étatiques parce qu'ils nous offrent l'opportunité de se former. Je veux bien citer l'ACEPEX, qui est l'agence de l'exportation nationale. Quand on est bien formé et qu'on présente bien nos produits, et une fois allé là-bas, ils nous encadrent pour vraiment aller vers l'exportation. Il y a l'ADPM, qui est un partenaire de la plateforme Baïsawar. Eux, ils nous aident à se formaliser, à se former. Et je trouve ça très intéressant parce que là, on en a besoin. Les jeunes en ont besoin. Et aussi, ils font un excellent travail. Il y a le COSEC, vraiment, qui encadre les artisans et les femmes aussi, qui ne sont pas en reste parce que c'est une structure aussi qui aide beaucoup les gens. Et si le monde rural n'est pas bien informé, il ne peut pas aller vers ces agences. Il ne peut pas savoir que l'État a mis en place des agences vraiment qui peuvent aider la population. Donc, il faut qu'ils soient informés. Donc, c'est pourquoi nous, on a porté vraiment ce fardeau. Je veux dire, c'est un fardeau parce que c'est pas facile. On y va avec nos propres moyens. Il y a l'APDA, l'agence pour les artisans. Il y a beaucoup d'autres structures. C'est pourquoi ils étaient tous à la FIPA en prenant des stands pour vraiment les initier à savoir comment participer à une foire, comment bien exposer à une foire, comment se comporter aussi quand on est devant un client, un potentiel client ou bien un partenaire et tout ça. Donc je pense que la FIPA a été une très belle réussite pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion
de participer à des foires. Aussi, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de commercialiser leurs produits entre beaucoup de pays, parce qu'une fois, je veux dire, la FIPA, c'était l'Afrique en miniature. Il y avait vraiment beaucoup de pays africains qui étaient là, jour pour jour, présenter leurs produits et faire des échanges commerciaux entre le Sénégal et les autres pays. D'accord. Et pour la FIPA, vous en êtes à votre deuxième édition. Et par rapport à la première édition, quel est le bilan tiré aujourd'hui? Moi, je veux dire que cette année, l'Afrique a été bien représentée. Très bien représentée même, parce qu'on a eu la participation de plusieurs pays africains. Et ça, déjà, c'est quelque chose, c'est une réussite. Et que les structures étatiques aussi ont répondu présent. Parce que jour pour jour, il y avait des panels. Jour pour jour, il y avait de très fortes délégations des autorités qui venaient rendre visite aux exposants pour leur montrer qu'ils sont avec eux, pour leur montrer qu'ils peuvent compter sur eux pour vraiment développer notre cher pays, mais développer aussi l'Afrique. Et je salue de passage le Mali, qui était notre pays invité d'honneur, et qui étaient venus vraiment en masse avec une très forte délégation. Donc je pense que cette année, le bilan que je peux faire, la première édition s'était passée dans le même site, au monument de la Renaissance africaine, mais comme on dit, dans chaque chose, rien n'est facile. Tout un début est difficile. Mais la première édition aussi était une très belle réussite, parce qu'on avait eu la participation de 6 ou 7 pays africains qui étaient venus, dont il y avait le Maroc, la Guinée-Bissau, la Gambie et tout ça, qui étaient venus représenter leur pays, mais aussi nouer des contacts avec nos artisans et nos femmes transformatrices et nos structures aussi. Donc du coup, je pense que parce que l'année dernière, on n'avait pas eu désigné un pays invité d'honneur. On avait mis en avant les communes, parce que comme c'était la première édition, on avait mis en avant les communes pour avoir la participation de toutes les régions du Sénégal, mais aussi de toutes les communes du Sénégal. Donc du coup, c'était une belle réussite. Parce que jour pour jour, il y avait des journées des communes. La commune de Ouakam a été très bien représentée, surtout avec l'aide de monsieur le maire Samba Bathily, que je salue de passage, parce que on fait ça tout le temps dans sa commune, et vraiment, il n'est pas en reste. Il a fait beaucoup de choses pour que vraiment cet événement se tienne dans des plus belles dispositions. Donc du coup, je peux dire, pour cette année, comme l'a si bien dit M. Idrissa Djabira, le DG de l'ADPME, il a dit que cette année, la FIPA a doublé de 10 fois plus grand que l'année dernière. Donc moi, machallah, je pense que c'est une réussite, parce que quand on ose choisir un pays invité d'honneur, je pense qu'on a eu l'expérience. Et j'ai fait des voyages. Je suis allée au Mali. C'est tout un processus. J'ai eu à rencontrer le ministre de la Culture malien. J'ai eu à rencontrer le ministre du Commerce malien et notre cher ambassadeur Biram Mbagnick Diagne, qui a fait un travail remarquable pour que cette édition soit une belle réussite et pour qu'on puisse avoir aussi la participation de toutes les autorités et structures maliennes qui étaient venus ici en force et en masse. Les artisans, ils ont représenté leur pays dignement, et leurs produits aussi étaient de très bonne qualité, machallah. C'est d'ailleurs très bien de le souligner, car c'est vraiment important. Et pour le thème de cette année, le leadership féminin dans la dynamique de renaissance africaine, un levier de l'essor régional dans le développement mondial. Pourquoi ce thème? Qu'est-ce qui vous a inspiré à choisir ce thème? Bon, auparavant, je disais, on va choisir le Rwanda comme référence. Parce que quand on regarde le Rwanda, d'où ils viennent et là où ils sont arrivés,
Moi, je pense que c'est une référence pour l'Afrique. C'est une référence pour les femmes. Parce que quand on était petit, nos mamans, s'ils veulent qu'on apprenne bien nos leçons et pour qu'on soit première de notre classe, donc il faut toujours avoir des références. Donc moi, j'ai pris le Rwanda comme référence pour le leadership féminin. Donc quand on regarde le Rwanda, je pense qu'il n'y a pas à chercher matin, midi, soir. On sait que vraiment, on peut sortir du néant et arriver à quelque chose. Donc c'est pourquoi j'ai choisi ce thème, pour montrer aussi que la femme a une place très très importante dans notre société, mais aussi a une place importante pour le développement de notre pays et de l'Afrique. D'accord. Et comment trouvez-vous le leadership féminin et l'entrepreneuriat au Sénégal? Je pense qu'il y a de vrais leaders ici au Sénégal. Et pour être un leader, il faut quand même, comme je dis souvent, être une lionne. Il faut toujours être une lionne. Quand je dis lionne, je suis très fière. Quand je dis il faut être vraiment waraba, comme disent les Maliens, il faut vraiment qu'on soit très forte et qu'on soit loyal de chaque chose qu'on est en train de faire. Et il faut savoir aussi encaisser. Il faut savoir sauter les péripéties. Parce que pour être leader, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'obstacles devant nous. Donc il faut savoir comment les surmonter, savoir aussi comment essayer d'aller de l'avant. Il faut être digne dans tout ce qu'on fait. Moi, je pense qu'une vraie leader doit être comme ça. Et c'est ça mon idéologie. Donc je lance un appel aux jeunes filles, surtout, qui sont appelées à devenir les vrais leaders de notre cher pays, mais de notre continent. D'être vraiment comme des lions. En étant lion, moi je pense qu'on peut écraser tous les obstacles qui seront devant nous, Inch'Allah. Ok. On parle également de la FIPA, mais sur l'aspect économique, l'aspect financier et aussi le budget que vous avez eu à dégager pour l'organisation de cette foire. À combien s'élève le budget? Bon, je pense que ça, c'est mon jardin secret. Mais tout ce que je peux vous dire, que ça n'a pas été facile. Ça, je le dis haut et fort. Vous avez été confronté à beaucoup de choses, à beaucoup de difficultés. Parce qu'on ne peut pas déplacer un pays sans pour aller vers eux. Durant la pandémie, j'ai eu à voyager, à aller au Mali. J'ai pris les risques pour aller essayer de parler avec eux, de leur parler du Sénégal. Donc, je peux dire, j'ai fait un travail de diplomatie sans pour autant m'en rendre compte. Parce que j'ai eu à vraiment que le Mali et le Sénégal, ils avaient envisagé de faire quelque chose. Surtout, on est liés de par des liens de sang, des liens bilatéraux et beaucoup d'autres choses. Quand on voit le chemin de fer où nos mamans, elles voyageaient à travers le train qui n'est plus là, qu'ils ont arrêté. Et tout ça, on doit refaire ça, revivre ces échanges-là commerciaux et culturels. Je me suis battue. Je suis allée vers eux, revenir ici, aller vers les structures étatiques. Ça n'a pas été facile, ça a demandé un budget, ça a demandé des accompagnements. Mais malheureusement, ici en Afrique, avant de connaître quelqu'un, peut-être ce dernier-là est déjà à terre. Ça n'a pas été facile. C'est tout ce que je peux dire. Parce que j'ai remué terre et ciel pour que cette FIPA soit, en tout cas, une grande réussite. Mais aussi, on a eu à relancer l'économie sénégalo-malienne. Parce que, qui s'est traduit par un forum économique entre le Sénégal et le Mali, dont on a eu beaucoup d'officiels maliens qui étaient là, vraiment, durant ces 2 jours
du Forum sénégalo-malien. Et je pense que ce travail-là, je l'ai fait. Je l'ai fait sans autant m'en rendre compte que j'étais en train de faire un travail de diplomatie. Et tant d'autres choses. Tant d'autres choses. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Les autres difficultés, la logistique, ce n'est pas quelque chose de facile. Qui connaît logistique sait que c'est lourd. Et vous avez vu cette organisation. Si les gens qui ont l'habitude d'aller vers les foires internationales ont dit oui, ils ont accepté que c'est un travail de lion. Ce n'est pas un travail de chèvre. Hein, parce que il faut que, je dis bien, pour être leader, il faut vraiment être une lionne. Et ce qu'on a eu à faire durant cette foire-là, ce n'était pas du tout donné. La logistique était trop coûteuse. Et dans ce pays-là, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et surtout, on a eu des exposants qui venaient de partout en Afrique. Il faut savoir où les loger, il faut les orienter, il faut les mettre dans de bonnes conditions. Et tout ça, ce n'était pas facile. Mais malgré tout ça, on a eu à réussir grâce à Allah et grâce aux doigts de mes chers parents que je salue de passage, ma maman et l'équipe aussi de Baïsawa qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Mais je dis bien que le ministère de la Culture, vraiment, je salue de passage le ministre parce qu'il a beaucoup fait pour que vraiment qu'on puisse réussir cet événement. Parce que si on met un site à notre disposition, c'est déjà quelque chose. Vraiment, on n'avait pas de problème de site. Mais le problème, c'était la logistique, l'accompagnement. C'était vraiment dur et très dur. Donc, pour ceux qui veulent aller vers des organisations, il faut d'abord bien se préparer. Parce qu'au Sénégal, les gens ont l'habitude et tendance à cette personne a fait ceci, moi aussi je vais faire la même chose. Mais tenez-vous bien, c'est pas donné. Et c'est une expérience aussi que j'ai eu à cultiver, une expérience de plusieurs longues années que j'ai vraiment eu à partager et pour qui peut vraiment terminer à organiser cette foire, je dis bien, internationale des produits africains que j'appelle l'Afrique en miniature. Et nous comptons de plus en plus essayer de faire d'autres innovations, d'autres, Inch'Allah. Et pour dire que c'est toute une chaîne de valeur. On est sur cette dynamique-là, valoriser les produits made in Sénégal d'abord parce qu'on est des Sénégalais, mais aussi valoriser les produits africains. Et pour cette foire, il y avait combien d'exposants? Pour cette année, ne serait-ce que le Mali, ils sont venus avec presque 200 exposants. 200, ne serait-ce que le Mali. Les autres pays, ils sont venus avec plusieurs exposants. On a dépassé presque 1000 exposants. Quels étaient les produits exposés? L'agroalimentaire, parce que c'est une tendance maintenant que les gens ont vraiment découvert l'importance du consommer local. L'agroalimentaire, vraiment, moi, je dis aux femmes, bravo et chapeau. Parce que les produits qui sont en train de produire, vraiment, c'est demandé au niveau national, mais au niveau international. Ce qui reste seulement, c'est d'avoir des accompagnements et des financements pour que vraiment qu'elles puissent améliorer la qualité de leurs produits, surtout l'emballage et l'étiquetage. Sinon, le reste, c'est bon. L'artisanat aussi, parce que les gens ont découvert que on peut vraiment aménager chez soi sans pour autant aller chercher de la chinoiserie. Nos artisans sont en train de faire un excellent travail. Tout ce que vous voyez ici, c'est fait par nos artisans. Donc, pourquoi aller chercher ailleurs? Donc, il y avait les artisans qui étaient là.
des membres de la plateforme Baïsara qui venaient de partout et qui, dans plusieurs secteurs d'activité, il y en a qui faisaient des meubles, il y en a qui faisaient aussi des tableaux très rares, très jolis. Et tout ça, c'est des membres, c'est nos membres qu'on a eu à encadrer. Vraiment, ils ont un peu amélioré leur production et vraiment qui ont fait de très bonnes affaires. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a une bonne politique des produits artisanaux et locaux de la part de nos gouvernants, de l'État, je veux dire? Est-ce que l'État a mis en place les bonnes stratégies pour la promotion des produits locaux? Oui, de plus en plus, je vois des améliorations parce que je dis ça tantôt, que le Covid nous a montré beaucoup de choses. Il faut vraiment que les gens savent qu'on peut réussir chez soi, qu'on peut aussi faire des choses chez nous. Et il faut consommer local. Parce qu'il y avait eu des moments où les femmes qui partaient souvent en Chine pour amener des habits et tout ça, elles ne partent plus. Ceux qui partaient en France, aller chercher de l'habillement, des jeans, des trucs comme ça, n'ont plus le moyen de partir. Et ils ont trouvé que nos tailleurs ici qui sont là sont en train de faire un excellent travail. Et ils ont compris que vraiment on peut s'habiller avec nos produits. On peut manger nos produits. On peut s'habiller avec la couture, comment dirais-je, africaine. Voyez-vous ça? Vous êtes très élégante et très belle, machallah. Donc du coup, je pense que le gouvernement est en train de faire un excellent travail. Vraiment, ça je le dis haut et fort parce le président a mis en place des structures telles que je dis bien la DPME qui ont eu à accompagner des structures pour la relance économique, la CEPEX, le COSEC, la PDA, le ministère de la Femme, le ministère de la Culture, ils ont mis en place toutes les structures pour vraiment la relance économique de notre cher pays. Maintenant, c'est à nous d'aller vers eux. Parce que quand on reste là en disant que l'État ne fait rien pour nous, il faut d'abord commencer. Si on commence, après on essaie de s'informer. Si on s'informe, on essaie d'aller vers eux. Et je pense que au fur et à mesure, ça peut aller de l'avant. Moi, je pense que c'est ça. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Juste une toute dernière question. La FIPA a été un moment privilégié par de nombreux jeunes à la quête de l'emploi. Aujourd'hui, comment voyez-vous la création d'emplois au Sénégal? Bon, comme je dis, tout le monde ne peut pas être ministre. Tout le monde ne peut pas devenir médecin. Moi, quand j'étais petite, je rêvais d'être médecin. J'étais tout le temps première de ma classe. Jusqu'à la classe de 3e, j'ai toujours été première de ma classe. Mais comme je dis tantôt, j'ai eu à voyager très tôt, à bas âge. Et quand je suis allée là-bas, vous savez, le Sénégal, les scolarités sénégalaises, c'est en avant par rapport aux autres pays. Et quand je suis allée au Congo, on m'a inscrit dans une autre école pour faire seconde, première. J'ai trouvé que ce qu'on a appris au Sénégal depuis en classe de 4e, c'est ça qu'on nous apprend en seconde, première. Mais j'ai dit ça, c'est une perte de temps. Moi, je suis en avant. C'est pourquoi j'ai dit vraiment, il faut qu'on sache qu'au Sénégal, on est en avant. Et on a quelque chose, vraiment, je ne vais pas dire or, mais diamant. Déjà, on est très ouvert en esprit. Et on a beaucoup de choses que vraiment, c'est quelque chose, c'est un cadeau de Dieu. Donc, il faut savoir les matérialiser. Tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne peut pas devenir ministre. Donc, il faut qu'il y ait aussi des cultivateurs.
Hein, devenir cultivateur, c'est pas parce que tu vas rester là dans les champs. Mais non, tu peux devenir cultivateur, mais être un grand chef d'entreprise. C'est une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur. Et faire travailler beaucoup de personnes. On peut être étudiant et aussi créer sa petite entreprise. Faire travailler des gens. Moi, je pense que tout le temps, les networking que j'organise avec les étudiants, c'est ça que je leur apprends. Et vraiment, je trouve que au fur et à mesure, ça va aller. Les gens vont comprendre que vraiment, il faut avoir l'esprit américain. On peut avoir 2 ou 3 boulots tout en créant de petites entreprises et faire quelque chose. Moi, je lance un appel au gouvernement sénégalais et à notre cher président de la République, le président de son Excellence, M. Macky Sall, de renforcer les formations. Parce que c'est bien beau de financer les jeunes, mais si on est financé, alors qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense que l'argent va tomber dans l'eau. Il faut, avant de donner les financements, on les forme d'abord. Les formations professionnelles, les formations pédagogiques, parce qu'il y a des bonnes volontés comme la plateforme Bay Sawar qui est là uniquement pour faire du social. Mais aussi, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Parce que c'est toute une procédure d'aider pour développer notre pays. Donc, il faut aller vers les formations. Il faut aller vers les informations. Il faut que la population soit informée. Que l'État a mis en place des structures qui sont là pour aider les jeunes. Être informés, renforcer les formations et aussi les aider à avoir des financements. Mais aussi qu'il y ait du suivi. Parce que s'il n'a pas de suivi, vraiment, je pense que rien ne peut pas être vraiment sur la bonne voie. Donc, c'est ça que je voulais dire. Les jeunes aussi, il faut croire en vous. Il faut croire en vous. Savoir que vous pouvez aller de l'avant sans l'aide de personne. C'est bien beau d'être aidé, mais aussi, si on n'a pas l'occasion d'être aidé, mais on peut aussi croire en soi. Si vous croyez en vous, vous pouvez aller de l'avant sans l'aide de personne. Merci beaucoup, Madame Fabira. On est arrivé à la fin de l'émission. Juste votre dernier mot avant de quitter nos téléspectateurs. Le dernier mot, je vous remercie. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir porté votre choix sur ma modeste personne. Je dis bien, on vous donne rendez-vous à la prochaine édition de la FIPA, à la Foire internationale des produits africains, qui était terminée en beauté avec l'arrivée de Oumou Sangaré qu'on a eu à faire venir ici au Sénégal pour mouiller la... Voilà quoi. Je pense qu'il faut toujours savoir que l'Afrique, c'est un continent où vraiment les pays doivent être très proches et travailler en... Voilà, donc c'est ça qui peut développer l'Afrique, mais aussi qui peut développer le Sénégal. J'appelle les jeunes aussi à croire en eux. Il faut croire en soi. Et je remercie tout le monde. Je prie aussi pour ma maman chérie qui a fait de moi la personne dont je suis devenue aujourd'hui. Et ma famille, mon mari, mes enfants et tout ça. Et surtout les membres de la plateforme Bay Sawar. De passage, M. Khan, qui est vraiment mon frère à moi, qui est là toujours disponible pour la plateforme Bay Sawar et pour aussi le Sénégal. Merci à tous. Mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'émission Grand Invité a eu le plaisir de recevoir Madame Fabira Fatou Dramé, qui est la fondatrice de la FIPA et aussi l'initiatrice de la plateforme Bay Sawar, que nous avons l'honneur de recevoir. Merci beaucoup à vous, Madame Fabira, de nous avoir reçus chez vous et vraiment à la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien.